cette invitation, la gentillesse et l'efficacité de cette organisation, et merci à la fois à ceux qui ont et celles qui ont organisé cette rencontre et aux bénévoles qui ont participé. Alors effectivement, je ne parlerai pas, peut-être dans la deuxième intervention que je ferai cet après-midi, je ne parlerai pas directement de la phrase de Nietzsche sur le rapport entre art et vérité, plutôt de cette notion de post-vérité, mais enfin, je voudrais, en forme de clin d'œil, remarquer que vous avez, par votre dispositif, en quelque sorte, rendu possible une bonne compréhension de cette phrase, puisque si, comme vous l'avez rappelé, la vérité visée par Nietzsche, c'est celle des philosophes, celle que j'incarne un peu ici pendant une heure, si vous mourrez d'ennui devant cette vérité, vous avez quand même l'art derrière pour vous en détendre. Alors effectivement, Rosemary l'a dit, je vais parler de cette notion, comme sans doute vous avez entendu, prononcée dans les médias, nous vivrions l'ère de la post-vérité. Il y a d'ailleurs une tendance contemporaine à vivre dans l'ère des postes, la post-modernité, la post-métaphysique, la post-vérité. Donc cette idée que nous vivrions une époque qui serait caractérisée par son divorce avec la vérité. Et que nous aurions rompu avec la modernité qui, elle, se fondait sur la promotion de la science, du savoir, de l'objectivité, et que désormais, en particulier via les réseaux sociaux, nous serions parvenus à une période d'après cette vérité ou cette croyance dans la vérité qui poserait toute une série de problèmes, évidemment, politiques, comment faire commun, comment faire cité, comment faire nation, dans un contexte où chacun non seulement croit dans ses opinions, ce qui n'est pas nouveau, mais confond son opinion avec la seule vérité accessible et qui peut être énoncée, par exemple, encore une fois, sur les réseaux sociaux. Alors, qu'on soit philosophe ou historien, en général, quand on vit dans une époque comme la nôtre qui est un peu ivre de sa nouveauté, convaincu que ce que nous expérimentons, ce dont nous souffrons aussi, personne n'en a souffert auparavant. Bon, l'opération philosophique consiste à dire que finalement il n'y a pas forcément autant de nouveautés qu'on le dit, que les choses sont plus anciennes et qu'en l'occurrence le conflit entre vérité et politique ou vérité et démocratie est aussi ancien que la philosophie elle-même. Donc je vais faire un peu ce travail de désenchanteur, si je puis dire, c'est-à-dire montrer que nous ne vivons peut-être pas quelque chose de nouveau, plus exactement pour comprendre ce qui est nouveau dans notre situation, notre rapport à la vérité, il faut faire un certain nombre de détours. Et en particulier, j'aimerais commencer par après ce petit préalable, par une formule qui m'avait beaucoup intéressé au moment du Brexit, des débats sur le Brexit, de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, où il y a eu un débat à Londres, où quelqu'un qui était favorable, enfin qui était opposé pardon, au Brexit, expliquait que si la Grande-Bretagne, ça s'est vérifié du reste, si la Grande-Bretagne sortait de l'Union européenne, eh bien il y aurait un effondrement du PIB, du produit intérieur brut anglais. Et une femme qui était dans la salle, et qui visiblement, je suppose c'était relaté dans le journal Le Guardian, qui était, elle, favorable au Brexit, avait dit, contre cet argument par le PIB, elle avait répondu, de quel PIB parlez-vous, le vôtre ou le nôtre? Et cette phrase m'a paru être extrêmement significative, à la fois dans sa limite et dans son intérêt. C'est au fond le fil conducteur que je vais adopter pour réfléchir à cette notion de post-vérité. Très significative parce que si on la prend au sens, je dirais, élémentaire, littéral, elle n'a pas de sens. Le produit intérieur brut fait partie de ces grandeurs factuelles, de ce qui est produit en termes de richesse par une nation une année donnée, et au fond, de sa quantification, de son élaboration, il n'y aurait pas débat. Donc au fond, parler de PIB, le vôtre ou le nôtre, ce serait typiquement une mauvaise compréhension, une mésinterprétation du rapport de la politique à la vérité. Il faudrait au fond, répéterait ou dirait celui qui se place du point de vue du PIB, donc du point de vue de l'économie, au minimum, devrait-on s'entendre sur la richesse que l'on produit. On pourrait discuter du fait ou de la manière dont nous la distribuons, mais quant à sa quantification, il y aurait un accord minimal. Et s'il n'y a pas cet accord, alors cela voudrait dire que nous avons rompu avec toute espèce de rapport à la vérité ou à la réalité. Alors évidemment, si on en restait là, on aurait une tentation à penser quelque chose comme politique de la vérité, c'est-à-dire la politique serait simplement la mise en application, ne devrait être que la mise en application d'un certain nombre de principes, de connaissances,
de réalité qui nous précèdent et sur lesquelles nous n'aurions pas de prise. Mais ce qui est intéressant dans la remarque qu'avait faite cette femme, votre PIB ou le nôtre, peut-être n'y pensait-elle pas, mais vous savez, il y a un texte de Trotsky qui est un livre qui s'appelle « Leur morale et la nôtre ». Alors là aussi, la morale, la vérité, le PIB, on pense que c'est quelque chose qu'il faut en tant que c'est partagé. Ben non, voilà des gens qui nous expliquent qu'en réalité, il y a du conflit, il y a de l'opposition, il y a de la guerre, comme aurait dit Nietzsche justement, même sur ce qui apparemment est censé être fait pour nous réunir. L'aspect corrosif de cette réplique, votre PIB ou le nôtre, marque ici au fond que, en politique, la vérité devient elle-même un enjeu conflictuel, un enjeu de discussion, un enjeu de confrontation. Alors ceux qui parlent de post-vérité, et qui considèrent que nous sommes rentrés dans une ère où justement la vérité est devenue tellement un enjeu de débat qu'au fond plus personne n'y croit, généralement se réfèrent, pour montrer du côté du pouvoir, hein, je traiterai d'abord de la post-vérité du côté des gouvernants, puis de la post-vérité, enfin pour autant qu'il faille garder cette notion, on va le voir, du côté des gouvernés, ou des citoyens plutôt d'ailleurs. Du côté des gouvernants, se sont beaucoup référés à Trump. C'est-à-dire à cette expérience où effectivement un chef d'État jouait pour le moins avec les faits, considérait, rompait les amarres avec toute espèce de vérité, mais alors c'est là où on est dans quelque chose d'un peu nouveau, pour substituer à une vérité même la plus factuelle et apparemment indiscutable, une autre vérité, une altère-vérité. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une de ses conseillères qui s'appelait, j'ai noté ça, Kellyanne Conway, qui avait déclaré que au moment, je crois que c'était l'investiture de Trump, au tout début de ces 4 années pleines de rebondissements passionnants qu'il nous a fait vivre, avait déclaré qu'il y avait eu énormément de monde pour venir l'acclamer à ça, plus de monde que sur Obama, parce qu'il y a toujours eu à côté chez lui, c'est pas le seul d'ailleurs, Habler voulant montrer sa supériorité. Il y a beaucoup plus de monde présent à son investiture qu'Obama, ce qui était factuellement faux. Mais elle avait déclaré, cette conseillère, oui, c'est faux du point de vue des faits médiatiques, mais pas du point de vue des faits alternatifs. Ce qu'elle appelait les faits alternatifs, c'est-à-dire ceux qui sont produits ou étaient produits par l'administration Trump via son usage, évidemment, des réseaux sociaux. Alors cette notion de fait alternatif laisse évidemment rêveur, si je puis dire, ou d'ailleurs au sens du cauchemar. C'est-à-dire l'idée que même les faits, même ceux qui se présentent comme apparemment indiscutables, eh bien, il y aurait comme un autre monde dans lequel les faits seraient en quelque sorte contraires aux nôtres. Alors, il y avait une discussion à un moment pour savoir si Trump n'était pas justement, par son goût pour la post-vérité, c'est-à-dire par son mépris pour la vérité en vérité, n'était pas le meilleur représentant de la philosophie postmoderne. Si ce n'était pas quelqu'un qui avait, pour employer un autre terme, qui est passé directement de la philosophie au grand public, s'il n'était pas le héros de la déconstruction. Il aurait déconstruit la vérité jusqu'au bout. Il y a eu des articles de presse, on ne lit ça qu'en France, qui se posaient la question de savoir si Trump n'était pas un représentant de Nietzsche, de Derrida, de Michel Foucault, tous auteurs, donc on peut douter raisonnablement qu'il les ait lus de près ou de loin, mais avec cette tentation qu'on a en France de vouloir expliquer les phénomènes politiques les plus cocasses, si je puis dire, et parfois même les plus inquiétants, avec des figures philosophiques. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les penseurs dits de la post-modernité, auxquels appartenaient, si on veut, Derrida, Lyotard, ça vient de France, hein, pour une fois c'est un produit estampillé, mais qui est passé très vite aux États-Unis, avaient insisté sur le fait que nous vivrions une époque où nous serions sortis de la modernité, si par modernité il faut entendre une croyance, une adhésion dans la vérité scientifique, dans la démonstration scientifique. Les grandes noces, je dirais, de l'humanité, qui sont nées au siècle des Lumières, et même un peu avant, au XVIIe siècle, les noces cartésiennes, entre vérité et science. Et dans la post-modernité dans laquelle nous serions, aujourd'hui, au fond, la science, bien qu'elle domine nos vies, et peut-être parce qu'elle domine nos vies comme elle ne l'a jamais fait auparavant, parce qu'elle est entrée, y compris par les moyens d'une technique de plus en plus intrusive, presque présente à nos corps elles-mêmes, la science ou la technique sont entrées dans nos existences, et bien précisément pour cela, comme nos existences sont peut-être pas plus qu'avant, mais elles sont parfois décevantes, parfois faites de tristesse, parfois fondées sur du désœuvrement, et bien nous aurions rejeté aussi la science, la grande promesse de la science, la grande promesse de l'émancipation.
Postmoderne, ici, je le dis rapidement, c'est cette idée que nous serions sortis des grands récits modernes, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la science serait la garantie de notre progrès. Évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire pour expliquer cette sortie hors de la croyance dans la vérité scientifique, mais en particulier la crise écologique, le fait que les techniques contemporaines, la science la plus avancée peut mener éventuellement aussi à la catastrophe, à la fin du monde, expliquerait au fond ce divorce avec non seulement avec la science, mais avec l'idée d'un aspect fondamentalement émancipateur de la vérité. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec le fait que Trump est ou non, ou s'engage lui-même dans cette pensée post-métaphysique. Je le verrais plutôt pour utiliser un terme de Nietzsche comme un représentant du nihilisme en quelque sorte. Mais néanmoins, c'est intéressant de voir que, au fond, la fin de cette croyance dans la science s'accompagne de l'apparition d'une autre forme de rapport à la vérité, où la vérité serait non pas tant ce que l'on démontre, que ce que l'on dit d'elle. La vérité, il y aurait des faits alternatifs. Au fond, nous vivrions une période, et c'est pour une part, je crois, exact, nous vivrions une période où la vérité de la science est tellement décevante, en quelque sorte, tellement désenchantée, comme on le dit, que finalement, le réenchantement par nos propres vérités, par des faits alternatifs, par d'autres histoires, éventuellement, j'y viendrai tout à l'heure, par un complot, ce désir d'une autre vérité a pris aujourd'hui la place du désir d'un autre monde qui a longtemps irrigué les désirs politiques, en particulier à l'époque où le modèle révolutionnaire était encore présent dans nos vies. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de noter, puisque Nietzsche est un peu l'auteur sur lequel nous tournons aujourd'hui, c'est qu'au fond, ceux qui parlent de faits alternatifs, ceux qui considèrent que finalement tout ce que la science nous dit, tout ce que les experts nous exposent est sujet à caution, finalement ils ne rompent pas tellement avec la philosophie. Ce sont des philosophes qui s'ignorent en quelque sorte. Parler de faits alternatifs, c'est dire, sans doute si on connaît quelque chose en philosophie, on se souvient de l'allégorie de la caverne, il dit que nous serions tous enfermés dans un monde où la vérité se situerait à l'extérieur, dans un monde d'illusions, mais au fond, il n'y a pas plus métaphysicien, il n'y a pas plus platonicien, de manière un peu comique et ironique, que les théoriciens trumpistes du complot qui pensent que la vérité est toujours ailleurs, ailleurs que dans les journaux, ailleurs que dans la presse, ailleurs que là où on nous dit qu'elle est, que finalement il suffirait de nous détourner du monde des apparences pour aller retrouver cette vérité qui nous est cachée, parce qu'au fond, il faudrait nous y soustraire pour gouverner les hommes. Au fond, on a souvent cité, quand on parlait de Trump ou de la post-vérité, une phrase de Nietzsche qui était pour dire, voilà, finalement, Nietzsche, Trump est nietzschéen, c'est Nietzsche a écrit, effectivement, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de fait, pardon, il n'y a que des interprétations. Il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations, et à partir de cette phrase de Nietzsche, on en a déduit que nous vivrions aujourd'hui à l'époque, ou à une époque, où le réel n'est plus que ce que nous disons de lui ou ce que nous en percevons. Aurait d'une certaine manière triomphé un relativisme qui est peut-être plus radical que le relativisme qu'on a critiqué traditionnellement dans la philosophie, c'est-à-dire le simple fait de ne pas croire en la vérité, un relativisme plus radical qui consiste à dire « je crois en ma vérité ». Ma vérité est au fond la vérité que j'imagine être celle qui correspond au réel. Ma vérité est plus puissante que toutes les preuves scientifiques qui peuvent peser sur le réel. Et je voudrais essayer de comprendre pourquoi, au fond, nous avons cette tendance à opposer aux vérités politiques qui nous sont présentées comme irréductibles, au PIB qui nous est présenté comme la règle qui doit nous gouverner, des vérités alternatives. Et finalement, il y a peut-être quelque chose de positif, non pas dans la manière dont nous le réalisons, mais dans ce désir qu'il y ait des vérités alternatives. Parce que le désir qu'il y a des vérités alternatives, c'est d'abord le désir qu'il y ait des alternatives. Où il trahit le fait que nous avons un désir pour autre chose. Si vous vous souvenez peut-être de cette phrase de Margaret Thatcher qui disait « il n'y a pas d'alternative, there is no alternative », c'est-à-dire pas d'alternative à des politiques néolibérales, de privatisation, d'accroissement du temps de travail, de prolongation de l'âge de la retraite, par exemple, pour prendre un exemple parmi d'autres. Il n'y a pas d'alternative. Évidemment, cela
suppose, cela suggère que la politique dans une démocratie nous est dictée par les faits. Et les faits, c'est évidemment l'accroissement, en l'occurrence ici, des déficits, l'augmentation de l'âge de la mortalité, donc des faits objectifs qui nous dicteraient une politique. Alors, au fond, ce que je voudrais essayer d'expliquer, c'est qu'à la fois, évidemment, cette manière de concevoir la politique comme étant une politique réaliste, accordée tout de même à des réalités factuelles, est à la fois un gain du point de vue de la science. Mais en même temps, évidemment, elle suggère aussi que ce que nous devons faire est inscrit dans le réel. Autrement dit, que nous n'avons pas de moyen d'envisager autre chose que ce qui nous est donné, en général, sous figure de la science, de l'expertise, du savoir. Et ça crée forcément, et on le voit dans des périodes tendues aujourd'hui, beaucoup ou de colère, ou de ressentiment, ou en tous les cas d'incompréhension, le fait d'être gouverné par les choses, plutôt que d'être gouverné par nous-mêmes. Et au fond, je voudrais essayer de rechercher derrière évidemment, cette folie des faits alternatifs, cette histoire ou cette image d'une époque, la nôtre, qui aurait rompu avec toute espèce de réalisme, néanmoins quelque chose comme un désir positif qu'il existe d'autres récits, d'autres manières de décrire les faits, d'autres manières aussi de transformer les choses. Et pour le comprendre, au fond, rien de plus simple, il faut se demander ce que la politique fait à la vérité. Et en particulier, la politique, et surtout quand il s'agit de la démocratie, et c'est là où on voit que ce n'est pas tellement nouveau, forcément, elle rend la vérité plus fragile, plus incertaine que la science. À moins de penser d'ailleurs que la politique relève d'une science. Il y a une science un peu étrange, qui s'appelle les sciences politiques, qui n'ont pas vraiment un objet, qui ont un grand succès académique, mais dont on ne sait pas au fond finalement quel est exactement leur objet, sinon les sondages précisément, la manière d'évaluer les opinions. Mais la question n'est pas réglée de savoir pour autant, surtout en démocratie, si la manière de vivre ensemble et d'organiser une vie relève d'une science, d'un savoir. Car évidemment, s'il y a une science du politique, ce qui est une thèse platonicienne d'ailleurs, s'il y a une science du politique, il y a forcément des scientifiques du politique, des sachants du politique. Ceux qui savent doivent gouverner à ceux qui ne savent pas, aux ignorants. Autrement dit, si la politique doit être liée à la vérité et soumise à la vérité, alors ceux qui savent et connaissent la vérité doivent tout naturellement gouverner. Pour Platon, pour le dire très rapidement, c'est les philosophes qui connaissent la vérité et la justice. C'est donc eux qui doivent gouverner. Ce qui est pour ma corporation un grand honneur. Mais aujourd'hui, on ne considère plus spontanément que les philosophes doivent gouverner. D'ailleurs, les rares fois où ils l'ont fait, ça a été catastrophique, y compris Platon lui-même, d'ailleurs, qui a essayé de conseiller un tyran. Ça s'est très mal passé, il a manqué de se faire égorger plusieurs fois. Bon. C'est-à-dire cette idée que le conseiller du prince, ou même le prince lui-même, doit être quelqu'un qui est en quelque sorte en ligne directe avec l'absolu ou avec la vérité, nous l'avons abandonné. Par contre, nous n'avons pas du tout abandonné, nous, peut-être les citoyens l'ont abandonné, mais les gouvernants pas, l'idée que une certaine compétence est nécessaire pour gouverner. Et c'est bien ce que l'on appelle technocratie, pouvoir par celui qui a la techné, c'est-à-dire celui qui a le savoir ou le savoir-faire. C'est le pouvoir des experts. Et cette manière, je dirais, d'aborder la politique, on ne peut pas dire qu'elle est inexistante aujourd'hui, qui fait que chaque fois qu'une décision doit être prise, c'est un fait qui est cité, c'est-à-dire de l'ordre de ce que Nietzsche appelait le fatalisme, une belle formule, le fatalisme c'est une forme du fatalisme, c'est celui qui cite le fait comme étant déjà un argument. Bon, encore une fois, chacun prendra les exemples qu'il désire, mais le fait du déficit, d'ailleurs en l'occurrence ici pas très existant, mais des caisses de retraite, implique nécessairement et absolument, et sans que toute discussion soit possible, un report de l'âge de départ à la retraite. Mais évidemment, ce n'est pas le seul exemple où des faits sur lesquels, je répète, nous avons de plus en plus de mal à nous entendre, impliquent des conséquences politiques. Mais c'est là où, à mon avis, l'explication, disons, mais nous vivons à l'époque de la post-vérité, est une explication quand même un peu limitée. Parce que c'est précisément parce qu'on nous a trop souvent politiquement présenté des faits comme des nécessités, des faits comme des arguments en faveur de telle ou telle politique, que cette politique, si elle ne nous plaît pas ou ne nous convient pas, eh bien, par extension, on finit par nier les faits qui la fondent. Je ne sais pas si ce que je dis est assez clair. C'est-à-dire, au fond,
on nous a trop présenté les faits, qui sont souvent, je vais y revenir dans un instant d'ailleurs, présentés sous la figure de chiffres. Les faits, ce sont les chiffres. La vérité, aujourd'hui, est de plus en plus présentée en confusion avec l'objectivité, d'ailleurs, sous une forme chiffrée. Eh bien, parce que les implications de ces faits ou de ces chiffres ou de ces vérités, entre guillemets, ou cette objectivité, ces implications sont socialement, parfois éthiquement insupportables, ou en tout cas que certains ne les supportent pas, que au fond, on a commencé à désirer d'autres faits, finalement. Voilà. C'est avant d'arriver tout de suite à ceux, en général, que l'on critique, et à juste titre, dans notre divorce avec la vérité, à savoir les théories du complot, je crois qu'il faut prendre la mesure de ce que les faits nous étant souvent et de plus en plus présentés comme des justifications pour un certain nombre de politiques qui peuvent parfois être injustes, eh bien, au fond, la tendance est de dire que, après tout, ces faits n'existent pas. Alors, la théorie du complot, justement, elle se fonde, enfin, je ne dis pas du tout le fait qu'elle soit aujourd'hui dominante, en particulier sur les réseaux sociaux. Ces théories du complot, là aussi, généralement, on en fait la critique, et c'est heureux, mais on en fait la critique du point de vue simplement de la vérité. Ceux qui sont complotistes, leur erreur, ce serait d'avoir rompu, voire de mentir, mais même s'ils le sont sincèrement, si je puis dire, complotistes, leur erreur consisterait à ne pas voir que la politique se fonde justement sur des vérités qui sont démontrables ou que l'on peut tout du moins établir de manière consensuelle. Or, je ne sais pas vous, je vais essayer de proposer ici une théorie du complotisme, mais un peu différente, parce que je ne sais pas vous, mais pour ce qui est de moi-même, en tous les cas, je complote en moyenne 2 fois par jour, au moins. Si on appelle complot le fait précisément de partager un récit, une histoire avec quelqu'un, mais de ne pas la partager avec tous pour que ce récit, cette histoire, cette intention, ce plan, cette stratégie puisse fonctionner, alors oui, dans la vie, il y a des complots, il y a des ruses. Les complots ne s'élaborent pas forcément au château de l'Élysée ou à la Maison-Blanche. Les complots s'élaborent à côté de la machine à café au bureau, dès lors qu'on a un chef qu'on va essayer, avec lequel il faut un peu ruser, c'est bien légitime d'ailleurs. Les complots s'élaborent aussi dans des chambres d'hôtel où des amants d'un jour se retrouvent. Il y a du mensonge dans la vie. Le mensonge fait partie, je dirais, de la vie sociale. Je ne dis pas qu'il fait partie de la vie morale. Il est immoral, mais une fois qu'il est dit qu'il est immoral, il est un des fondements de la vie en société. Il faudra d'ailleurs s'interroger un peu sérieusement sur ce que serait une vie sociale, je dis bien sociale, fondée sur la transparence absolue de toutes nos intentions. Je pense que personne ne ressortirait vivant de cette salle si elles étaient visibles à tous. Autrement dit, on ne cesse de comploter, et je dirais qu'en soi, ça n'est pas problématique. Cela devient problématique lorsque ça fait l'objet d'une théorie. Et qu'au fond, on ramène la multitude de nos complots personnels, et aussi des petits complots politiques, c'est-à-dire des stratégies tout simplement politiques. Pour prendre le pouvoir, il est bon de ne pas énoncer d'emblée ses arrière-pensées. Bon, quand on les unifie dans un responsable, la recherche d'un coupable, d'un seul complot planétaire ou national en tout cas, qui gouvernerait tous les autres. Pourquoi on retomberait? Parce qu'on retombe là dans la métaphysique, au sens péjoratif du terme, à savoir, nous vivrions dans une caverne, tous nous mentiraient, il y aurait à l'arrière de nous, mais qu'on nous empêcherait de voir par toute une série d'interdits médiatiques ou autres, une vérité qui révélerait la totalité des choses. Je dirais, on devient complotiste et non pas simplement affectueux à l'égard des petits complots de la vie ou des grands complots de l'État. On devient complotiste lorsqu'on sacrifie son désir de comprendre à sa passion du sens. La passion du sens, c'est probablement ce dont il faut le plus se méfier. C'est un peu étrange qu'un philosophe dise ça, mais parce qu'en tant que passion, c'est la recherche d'une cause unique qui permettrait d'expliquer la totalité de nos phénomènes, c'est-à-dire en l'occurrence ici de ce que nous subissons. Un maître d'œuvre caché qui serait, que ce soit la finance internationale ou autre, qui serait à la source de tout ce qui nous arrive. Au fond, la théorie du complot est fausse. Souvent elle est assez odieuse dans la manière dont elle se présente, mais elle est aussi fausse simplement par méconnaissance d'un des éléments fondamentaux de l'histoire humaine, ou une des causes fondamentales de l'histoire politique humaine en général, c'est-à-dire la bêtise.
on oublie que la bêtise est une des raisons, c'est Raymond Aron, je crois, qui disait ça, la bêtise explique beaucoup de choses dans l'histoire, plutôt que d'aller chercher des complots, ce qui suppose, au fond, de prêter beaucoup d'intelligence à nos gouvernants, de leur donner une maîtrise absolue, ou l'idée, ou de fantasmer plutôt en eux, dans les gouvernants, qu'ils soient économiques ou politiques, de fantasmer chez eux une maîtrise totale des événements. Or, si l'on peut considérer quelque chose qui est finalement assez rassurant, en un sens, c'est que même à l'ère du tout sécuritaire, même à l'ère des médias, comment dirais-je, de grande masse, même à l'ère du virtuel, au fond, les politiques ne maîtrisent pas plus le réel, leur agenda, leur calendrier qu'auparavant. Nous vivons en ce moment une série d'événements où on se rend compte que, au fond, si complot il y a, il est très mal fait, hein, si vous voulez. Ça n'est pas très efficace, je dirais, dans ces réalisations. Autrement dit, être attentif, y compris en politique, à ce qui est de l'ordre du ratage, j'ai dit de la bêtise de manière un peu provocante, du ratage, du non prévu, de l'imprévu, y compris de la part des gouvernants. Hein. Ici, je suis encore chez les gouvernants. C'est aussi, d'une certaine manière, faire le préalable de toute action politique positive, je crois, c'est-à-dire dédramatiser un peu la puissance des souverains ou la puissance des chefs ou la puissance, ça va aussi peut-être dans les rapports politiques avec nos dirigeants d'entreprise, etc. Hein. C'est-à-dire ne pas prêter trop de machiavélisme aux princes. Et se rendre compte qu'ils n'ont pas tout prévu et que même ils vivent sous le régime de l'imprévu. Et puisque ça a été évoqué tout à l'heure aussi, si on reprenait les choses du point de vue du Covid, qui Dieu sait ont donné lieu à beaucoup de théories de complot, on se rendrait compte en regardant ce qu'on a déjà cité, il faut des masques, il n'en faut plus. Enfin, il n'y a pas de complot là-dedans, il y a simplement d'abord ou de l'incompétence ou simplement une ignorance. Mais le problème du pouvoir, surtout dans des structures très monarchisantes en France, c'est que le roi n'abolit jamais, n'avoue jamais son erreur. C'est quelque chose qui évidemment fait que là aussi on a tendance à penser que tout est prévu, la vérité qu'on essaie de nous faire croire, etc., est tout à fait calculée dans des concepts plus ou moins sombres et obscurs. C'est que plutôt que d'arriver et dire bon finalement je me suis trompé, avant qu'on arrive à cet aveu, surtout dans l'actuel, il y a des tas de choses, disons, pour arriver à cet aveu, il faudra véritablement changer le personnel politique. Il y a une phrase de Lacan d'ailleurs que j'aime beaucoup à cet égard qui dit, je ne fais aucune référence à personne, hein. Lacan, le psychanalyste, le fou n'est pas celui qui croit qu'il est le roi alors qu'il n'est pas le roi. Donc le fou c'est pas c'est pas d'abord celui qui se prend pour Napoléon, le roi, et qui, alors en fait c'est un citoyen lambda. Il dit le fou, en tout cas le plus radical, c'est celui qui croit qu'il est le roi alors qu'il est le roi. Et donc cette adhésion, je dirais, pour le coup un peu délirante à sa position sociale, parce que je suis le chef, je mérite de l'être, je le vaux bien, etc., et peut-être plus à craindre que toute série, toutes sortes de complots. Alors, je voudrais quand même donner ici un aspect plutôt plus positif de cette